Friends, I'm going to share with you. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous, parler de ce que nous avons commencé à faire il y a 25 ans, quand nous avons réalisé que donc moi, j'étais professeur et je me suis rendu compte que ce que je faisais n'était pas très différent de ce que je critiquais. Je critiquais l'exploitation, les entreprises, les traders, les courtiers, les propriétaires terriens qui exploitaient les pauvres. Et je me suis rendu compte que je faisais la même chose à ma manière. J'ai essayé d'exploiter la connaissance des gens en les collectant. Et c'est moi qui récoltais toute la gloire. Et je ne pouvais pas remercier, rendre à ceux qui m'avaient apporté toutes leurs connaissances. Et c'est quand j'ai pris conscience de cela que Honeybee et que le concept d'Honeybee est né. Nous travaillons sur la cross-pollinisation, la pollinisation croisée, si vous voulez. Et combien de fois est-ce qu'on cite les personnes quand ils font des découvertes importantes? Et on se rend compte que quand quelqu'un rentre en connexion avec nous, avec notre réseau, nous donnons un nom, une identité à des gens qui sont sans visage et sans identité parce qu'ils participent à notre travail. Honeybee, et ce qu'ils font, ils le partagent avec Honeybee, mais ils le produisent également pour eux-mêmes. Donc nous collectons les connaissances des gens. Bien entendu, si nous en tirons les bénéfices, il faut qu'ils en récupèrent une partie, qu'ils récupèrent les bénéfices de ce qu'ils ont partagé. Donc, nous faisons de la pollinisation croisée. Nous partageons avec les gens ce que nous avons. Nous leur disons ce que nous avons fait avec les connaissances qu'ils nous ont fournies. Et en gros, ce que nous faisons, c'est que nous créons un capital social commun qui nous aide à nous reposer sur la confiance commune, sur des principes communs. Donc, en utilisant ces concepts, nous nous sommes rendus compte que si on regarde l'ensemble des grandes entreprises qui existent dans le monde, ils ouvrent des bureaux partout, que ce soit Procter & Gamble, GE, etc. Ils ont des grandes plateformes d'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la R&D ne suffira pas si elle est uniquement R&D en interne. Il faut qu'ils aillent chercher des solutions ailleurs pour résoudre les problèmes qu'ils ont, parce que ces problèmes doivent trouver des solutions qui sont souples, qui sont faciles, qui sont faciles d'accès, etc., etc. Comment vont-ils trouver les solutions pour tout cela? Ce que nous croyons, et je pense que vous serez d'accord, c'est que on ne peut pas nier que nous avons besoin d'avoir le retour des gens eux-mêmes qui sont concernés. Et donc, il faut utiliser les connaissances des gens à la base. Si vous n'avez pas beaucoup de terrain, vous n'avez pas beaucoup de ressources physiques, pas beaucoup d'animaux, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous utilisez les ressources que vous avez. Vous avez les connaissances. Vous avez des institutions. Donc, les gens pauvres, qui sont pauvres économiquement, mais pas dans leur tête. Il faut quand même se souvenir de ça. Il ne faut jamais partir du principe que quelqu'un qui est pauvre sur le plan financier est pauvre intellectuellement. Au contraire, c'est seuement en les écoutant qu'on peut utiliser les ressources et c'est ça qui nous enrichit. Donc, c'est avec cet état d'esprit que nous avons voulu développer des solutions frugales et communiquer et avoir une interaction avec les gens qui trouvent des solutions à leur manière. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui ici, devant vous, pour cette plaidoirie? Pourquoi est-ce que la microfinance est devenue si importante? Il y a des centaines et des milliers de conférences, des articles scientifiques, des réunions sur la microfinance. J'ai rien contre la microfinance. C'est utile. C'est utile dans les pays en développement et même certaines fois dans les pays développés. Mais on ne peut pas faire plus que ça? Est-ce que c'est une réponse pour changer les fonctions, changer les fonctionnements? Bien sûr, nous n'allons pas trouver vraiment de solution tant que nous ne remettons pas en cause les fonctionnements économiques de base. Comment est-ce qu'on fait évoluer les
les fonctions de production. Comment est-ce qu'on le fait? En changeant l'entrant, en sortant, en changeant totalement le fonctionnement économique. On ne peut pas créer de la valeur sans changer totalement le paradigme. Donc, vous voyez sur la vidéo, vous allez le voir sur cette vidéo, j'espère que ça marche. नाव का इंतजार मुझे गवारा न था मुझे मेरे प्यार से मिलना ही था मेरी बेकरारी ने मुझे आविष्कारी बना दिया Même l'amour a besoin du soutien de la technologie. L'innovation m'a permis d'aller plus loin. Les nouvelles inventions sont la passion de ma vie. Vive la technologie! Combien d'entre vous avaient déjà vu un vélo amphibien tel que celui-là? Une personne? Deux personnes? Vous voyez ce que je veux dire? La microfinance ne peut pas donner des réponses aux problèmes des gens pour des besoins sur des produits qui n'existent pas encore. La microfinance est une solution pour ceux qui ont besoin de finances pour des marchés qui existent déjà, pour les produits et les services pour lesquels il n'y a pas encore de marché. De quoi a-t-on besoin? Il vous faut la finance de micro-innovation. Regardez tous les documents que vous voulez de toutes les banques du monde. Tout le monde dira, nous voulons, vous voulez de l'innovation, de la finance pour l'innovation, etc. Mais vous ne verrez pas la finance pour l'innovation, la micro-innovation. Ce qui est tiré des connaissances de la base. Puisque le capital risque est essentiel pour toutes les entreprises, pourquoi ne le serait-elle pas pour des petites innovations à la base de la part de petits entrepreneurs? En 2003, quand nous avons créé de manière formelle notre structure, 70% des gens qui ont obtenu un financement l'ont eu sans aucune garantie, une petite signature. Et on leur a dit, vous partagez vos connaissances avec nous, on vous donne un financement, une signature, et vous devenez un innovateur, un créateur, et vous commencez à avoir un premier mode de financement à un niveau micro. Et 70% des investissements de départ est revenu. Nous sommes rentrés dans nos fonds. Et si vous pensez qu'on peut dire facilement que 70% de ce que vous investissez pour des populations pauvres revient facilement, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que d'investir dans des populations pauvres. Avec les fluctuations de marché, toutes les choses auxquelles les personnes les plus pauvres sont obligées de faire face, c'est extrêmement difficile. Donc, nous avons décidé d'investir sur des innovations à la base auprès des gens les plus pauvres, pour investir dans différentes ressources qui étaient nécessaires. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas transformer la société en profondeur, transformer l'économie. La première chose dont les gens ont besoin, de toute évidence, c'est d'ajouter de la valeur à ce qu'ils ont fait. Donc, il y a deux étapes, si vous voulez, pour construire un écosystème pour la microfinance. Tout d'abord, une base de données. Donc, il faut aller chercher des innovations, des documents, aller voir les gens. Par exemple, donnez-moi un exemple que les agriculteurs français pourraient utiliser, me demande-t-on. Eh bien, si vous utilisez des pesticides et vous voulez réduire le coût de la culture et rendre la production plus durable, ils doivent étudier sur leur ferme quelles sont les plantes que les animaux ne vont pas manger. Pourquoi est-ce que les animaux ne mangent pas ces plantes? Parce qu'ils sont protégés des nuisibles. Et pourquoi est-ce qu'ils le sont? Et c'est une approche logique
heuristique qui peut être appliqué partout. Ça peut être appliqué en France, ça peut être appliqué en Afrique, en Inde. Donc, on ne devrait pas seulement apprendre de l'aspect technique des innovations, mais également de l'approche, du mode de réflexion et des différents niveaux de réflexion. Donc, il faut des innovations, il faut des institutions qui permettent de mettre en place tous ces éléments et qui permettent de partager l'information, de mettre en place des négociations avec un contrôle, un suivi, signature quand les paiements sont effectués et reprend le contact s'il a été interrompu. Donc, il nous faut des institutions pour ajouter la valeur, il nous faut des institutions pour protéger ce qui a été conçu pour le rendre plus familier, plus convivial, etc. Alors, et là, il y a l'exemple d'un innovateur. Vous avez un innovateur, vous avez un entrepreneur. Comment est-ce qu'on établit ce triangle que vous voyez sur l'écran pour faire le lien entre les trois partenaires? Il vous faut l'innovateur, il vous faut le financier et il vous faut l'entrepreneur. Pour faire de la microfinance qui fonctionne, il nous faut ce triangle qui fonctionne. Et donc, il faut comprendre que nous n'avons pas... On peut avoir un système totalement décentralisé, intervenant dans différentes régions, qui fournissent le capital nécessaire. Donc, voyons quelques exemples. Ici, vous avez un moulin qui a coûté quelques centaines d'euros, un moulin à vent qui a été inventé, on le met à disposition dans d'autres populations. Comment est-ce qu'on va le diffuser une fois qu'il a été inventé? Autre exemple, l'image au centre. Vous avez un frigo. Vous avez tous un frigo. Vous savez tous qu'un frigo produit de la chaleur dans un compresseur. Vous savez ça. À l'arrière, vous avez un compresseur derrière le frigo avec le gaz. C'est très, très chaud. Est-ce qu'une entreprise dans le monde utilise cette chaleur? Non. Eh bien, c'est un petit étudiant d'une petite école d'ingénieurs qui s'est dit, mais il y a une perte de cette chaleur, donc il faut l'utiliser. Et on est dans une société qui est habituée à la perte, au gâchis, à ne pas réutiliser les choses. On ne fait même pas attention au fait que cette chaleur est présente là, mais on pourrait en faire quelque chose. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à utiliser toutes les ressources qui sont autour de nous pour en faire quelque chose. Donc, si vous prenez le compresseur, vous utilisez la chaleur, vous en faites une chambre chaude pour garder la nourriture chaude, pour l'enfant, par exemple. Et ensuite, quand vous enlevez la chaleur du compresseur, en fait, il chauffe moins, il travaille moins, et donc il consomme moins. Et voilà un modèle d'innovation. C'est ce genre de choses que nous voulons soutenir. Moins d'entrants, plus de production, plus de produits en sortie. C'est ce qu'il nous faut pour l'avenir. Et c'est comme ça qu'on va régénérer l'économie, revitaliser l'économie avec toutes ces solutions. Nous avons également l'art et la culture. Vous ne serez pas touché par tout artiste, mais quand vous faites un bâtiment, par exemple, là, vous avez une jeune femme qui a complètement redessiné tout un mur, mais comment est-ce que vous faites pour pouvoir en être informé, pour pouvoir le voir? Il faut que quelqu'un investisse pour lui donner la possibilité de montrer son œuvre de manière plus large. Et pour qu'ensuite les gens éventuellement puissent souhaiter avoir des œuvres d'art dans leur maison, dans leur entreprise, etc., etc. Donc il y a des énormes quantités d'innovations. Vous voyez là une chaise roulante qui permet de monter des escaliers, un sac avec une chaise pliante, énormément d'idées intéressantes. Là, vous avez 6 communautés qui se sont rassemblées et tout était invité par quand une entreprise a mis en place un produit pour lutter contre les infections cutanées. Ils ont rassemblé des capitaux pour un produit qui ne trouvait pas de marché. Mais comme je vous disais, on ne peut pas trouver de financement pour quelque chose qui n'a pas encore de marché parce que ça n'existait pas encore. Donc, nous parlons vraiment d'une transformation sociale durable qui permet de répondre à des besoins et qui utilisera des ressources qui sont sous-jacentes, qui permettra de s'appuyer sur une culture d'entrepreneuriat. Pour faire un changement de paradigme, il faut s'appuyer sur ces aspects-là. Et c'est comme ça qu'on arrivera au G2G.
global à global, mondial à mondial, pour pouvoir échanger entre la France, l'Inde, l'Afrique. C'est ça le modèle G2G. C'est de la capitalisation mondiale de la valeur ajoutée qui est partagée pour que pour que le petit inventeur d'un petit pays pourra recevoir l'argent que vous lui donnez pour recevoir ces innovations. Et pour cela, il nous faut des fermes d'innovation ouvertes, il faut de l'open source pour partager les technologies, il nous faut des communautés et nous pourrons ainsi créer une économie plus équitable qui peut reposer sur l'utilisation de ce que font certaines personnes. Et ensuite, nous serons capables d'extraire les connaissances et de tirer, même d'apprendre de la part des enfants, des étudiants, de tirer profit de tout ce qu'ils inventent et de faire en sorte que les esprits qui sont sur la marge ne deviennent pas des esprits marginaux. Ça, ce sont des jeunes enfants qui l'ont peint. Les esprits qui sont isolés ne doivent pas rester des esprits marginaux. C'est une super peinture qui pourrait ensuite être utilisé ailleurs. Ça, c'est l'esprit entrepreneur. Pourquoi pas? Mais on ne sait pas si on vend cette merveilleuse affiche, on ne sait pas si ça va se vendre. Et donc, pour pouvoir investir dans des choses aussi risquées, il nous faut la microfinance sociale avec un esprit de compassion, de partage. Et je suis sûre que nombreux d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui ont un cœur suffisamment ouvert pour partager cet esprit avec nous. Merci beaucoup.